La saison 5 du podcast de Flash Formation est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Francis Perrault-Varin, pompier comme vous, courtier hypothécaire pour vous. Hey, salut tout le monde, c'est Simon. Je veux prendre quelques minutes pour remercier un commanditaire du podcast de Flash Formation. Cette semaine, on remercie la gang de chez MediSecure. MediSecure, c'est la référence en équipement et fournitures médicales de premiers soins au Québec. Ils sont dans le domaine depuis plus de 20 ans. C'est une entreprise québécoise qui est détenue par les sœurs Gilbert. Et c'est un partenaire incontournable pour tous les intervenants de première ligne, que ce soit les pompiers, les paramédics, les premiers répondants ou même pour les soins infirmiers. Ils se distinguent par la qualité de leurs produits, par leur service à la clientèle et leur livraison se fait partout au Québec. Que ce soit pour une trousse de premiers répondants, du matériel médical spécialisé ou de l'équipement de transport ou immobilisation, MediSecure répond présent. Donc, visitez le medisecure.com et obtenez des prix exclusifs lors d'une ouverture de compte en spécifiant service PR. Salut la gang, je prends quelques minutes pour vous informer que dès 2026, les formations de Flash Formation vont se retrouver maintenant sur une nouvelle plateforme électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les services incendie, vous allez pouvoir suivre la formation de Flash Formation, mais directement chez vous. Pour les services temps partiel qui ont des temps limités de formation, ce que ça permet, c'est de bonifier votre nombre d'heures de formation sans avoir besoin de vous présenter en caserne. Une nouvelle plateforme qui est très facile d'utilisation avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et dès 2026, vous allez retrouver la formation phénomène thermique, analyse de fumée et mouvement convectionnel sur cette nouvelle plateforme. Visitez le flashformation.com pour obtenir plus de détails et on remercie énormément la gang du Collège Notre-Dame-de-Foy, donc le CNDF, ainsi que le Centre Risque pour leur partenariat dans ce nouveau projet. Bonjour tout le monde, Marc-Antoine Jeté avec vous pour l'enregistrement d'un autre podcast Flash Formation. Aujourd'hui, épisode très spécial. On reçoit des gens qui nous viennent de loin. On a deux intervenantes qui arrivent directement de Québec. La Vigile. On reçoit aujourd'hui Julie Nadeau, qui est travailleuse sociale à La Vigile, ainsi que Geneviève Arguin, directrice générale. Bonjour. Bonjour. Accueillir. D'abord, je vais vous demander de vous présenter brièvement un peu votre parcours professionnel, ce qui vous a amené à travailler pour cet organisme-là. Bien, si je débute, moi, j'ai un bac en administration des affaires. Je travaillais surtout dans le domaine financier, chez Desjardins, entre autres. Et j'accompagnais les gens pour préparer leur retraite. Et à un moment donné, la gestion gestion d'une organisation, c'est ça vers quoi je voulais me diriger. Et j'avais envie aussi de faire davantage de différence dans la vie des gens. Et là, il y a eu l'opportunité là, justement de postuler pour la poste de direction générale à la Vigile. Donc, depuis septembre 2018, j'ai remplacé le fondateur, M. Jacques-Denis Simard. Et je vous dirais, ça a fait 7 ans récemment que je suis là. Et écoutez, j'ai appris beaucoup de choses, puis il y a plein de défis encore à venir. Alors, vraiment, moi, je m'accomplis totalement, puis je pense que mon équipe me le rend bien également, là. Ah, super. Ben, c'est curieux de savoir que le bagage que vous avez cumulé professionnellement vous a quand même amené à faire quelque chose que, je veux dire, c'est gérer des intervenants d'urgence, gérer tout ça, ça ne demande pas nécessairement peut-être de bagage dans ce domaine-là, mais dans la gestion, dans l'administration. C'est ça. Mon rôle était plus par rapport à ça. Puis après ça, moi, j'ai mon équipe sur le plancher, la directrice clinique, la directrice médicale. Donc, je m'appuie évidemment surtout au début, sur ces personnes-là. Ben oui. Puis moi, je suis plus dans la gestion de l'organisation. Tout simplement, vraiment, comme un gestionnaire d'entreprise, là. Super. Merci d'être ici, Geneviève. Ça fait plaisir. Merci à vous. Allô, Julie. Bon. Donc, Julie Nadeau, ça a fait 28 ans cette semaine que je suis dans le milieu d'urgence. Merci. Donne un coup de vieux. Donc, 28e année, moi, j'ai commencé avec mon stage dans la police de Lévis lors de mon bac en travail social. Moi, je voulais être policière initialement. Il était policier-pompier, donc j'ai adopté les deux métiers très rapidement. OK. Et depuis 10 ans, j'ai ajouté l'ambulance. Je fais partie des membres fondateurs là, de la Vigile il y a 25 ans. Et depuis 10 ans, je suis en pratique privée et je ne fais que des suivis avec des intervenants d'urgence. C'est ma seule et unique clientèle. Ah oui? Hein? Oui, vraiment. Et moi, je fais beaucoup les débriefings, les pères aidants. Fait que je suis
beaucoup en crise traumatique puis en prévention aussi. Là, j'essaye aussi qu'on soit pas juste en curatif. Là. OK. Fait que voilà, puis j'enseigne à l'université aussi quand j'ai le temps. Ah oui, OK. Ben oui. Quelqu'un de très occupé. Je pense que les deux, vous semblez être des personnes très occupées. Ben, ça roule 24-24, la vigile. Oui. Hein? C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que, tu sais, nous, ça sonne à 3 h du matin un samedi, on répond. Là. Fait que non seulement vous aidez des gens de l'urgence, des gens qui sont en uniforme, mais en même temps, vous offrez ça 24/7. Ouais. Wow. On a une structure, évidemment. C'est pas nous qui répondons directement, mais très rapidement, on va être sollicité à ce moment-là. Exactement. Puis on a parlé justement, que Geneviève t'a pris la relève du fondateur. On peut-tu parler un peu de la vigile, de son historique, en fait? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est ça. La vigile a été créée en 1999, effectivement, par M. Jacques-Denis Simard et d'autres policiers là, qui étaient retraités. Et l'objectif, c'est que M. Simard se disait, il avait déjà travaillé au niveau du PAE de la SQ, et il se disait, Caroline, me semble que les services sont pas tout à fait, ils répondent pas adéquatement aux besoins des gens de l'urgence. Alors, lui, son objectif et des gens qui ont participé à la création, c'était vraiment de dire, OK, est-ce qu'on peut avoir des services qui sont dédiés et qui sont adaptés pour ce type de clientèle-là? Donc, ça a parti de cette idée-là en 1999. Ça a débuté tranquillement. C'était surtout du service de référencement. Les gens appelaient, puis après ça, on les référait à des professionnels à l'externe. Ça a commencé comme ça. Par la suite, il y a eu un travail aussi qui a été fait pour amener les gens à aller dans des exemple, qui avaient besoin d'un séjour en hébergement. Donc, on a travaillé avec une ressource, les deux ressources de Québec, la Villa Ignacia et le Centre Casa, parce qu'on n'avait pas encore notre maison. OK. Sauf que rapidement, on s'est rendu compte que le mélange de notre clientèle avec les gens, tu sais, qu'il y en avait certains qui étaient judiciarisés, là, ça ne fonctionnait pas parce que pour qu'une personne puisse avoir un séjour, qu'il puisse en profiter pleinement, il faut qu'il soit à l'aise de parler. Et là, bon, ça crée des problématiques. Il faut être dans une atmosphère peut-être sécurisant. Exact. Sécuriser, c'est le bon mot, effectivement. Donc, c'est à partir de ce moment-là que, en 2012, on a acheté la maison qui est à Québec. On est situé à Québec, là, dans le quartier Montmorency. Donc, on a acheté notre propre maison. Et je tiens à souligner l'aide qu'on a eue justement de la Caisse des policiers et policières et également de la PPQ, qui est l'Association des policiers provinciaux du Québec. Donc, avec l'aide, entre autres, de ces gros partenaires-là, on a pu acheter la maison et débuter le programme qu'on a actuellement et qu'on dessert depuis 2012, là, cette belle clientèle-là. Puis Julie, peux-tu nous parler un peu de comment ça fonctionne, si on veut, à la vigile? Tu sais, oui, il y a des campagnes publicitaires, il y a beaucoup d'informations disponibles, mais si on prend un cheminement d'un intervenant qui aurait besoin d'aide, comment ça fonctionne pour pouvoir avoir accès à vos services? Bien, ça commence, en fait, toujours par la même chose, c'est la ligne d'aide. C'est la seule partie qui est financée par le ministère de la Sécurité publique là, dans un financement jusqu'en 2027. Donc, la ligne d'aide, 1-888-315-0007. James Bond, vous allez le retenir. Donc, ça part de là. Tout part de là. Okay. Dans le fond, il y a quelqu'un qui va vous répondre. 24/7, 365 par année. Vous appelez à Noël, on va répondre. Donc, il y a quelqu'un déjà qui prend l'appel et c'est là que ça va prendre des chemins différents selon les besoins de l'intervenant d'urgence. Donc, ça peut être pour l'hébergement. Je pense que c'est la partie qui est la plus connue, là, qui existe depuis 2012, des séjours de 30 jours, qui est un séjour qui est fermé. C'est important, les gens peuvent faire des appels à certains moments, mais c'est pas un hôtel, c'est pas un club med. Ouais. C'est un investissement au niveau émotionnel pour l'intervenant. Donc, ça, c'est 30 jours. Programme dépendance ou encore répit. Répit, on va parler de santé mentale, que ce soit au niveau du trouble de stress post-traumatique, une séparation, une dépression, fatigue de compassion. On décortiquera ça tantôt. Et sinon, c'est le programme dépendance. C'est pas la partie médicale d'une désintox au plan médical. C'est vraiment la partie travail sur soi pour régler les dépendances. Alcool, jeu, gaming, porno. Donc, on peut aller très loin dans les dépendances. Fait que ça, c'est le premier volet. Sinon, il y a une de nos grosses parties, puis c'est souvent là que j'arrive, c'est la partie des services externes. Donc, on est plusieurs intervenants sur la liste. C'est comme un programme d'aide aux employés, mais avec des intervenants qui connaissent la réalité des intervenants d'urgence. C'est ça qui va faire la différence. C'est que si, par exemple, l'employeur nous donne droit à 5 séances par année, je sais n'importe quel chiffre, là, 5 séances par année pour le pompier, bien, on ne passera pas 3 séances à comprendre c'est quoi l'horaire d'un pompier temps partiel, qui a une tête d'adulte à travers versus du temps plein, etc.
Donc, tous les intervenants qui sont sur la liste, on est sensibilisés à cette réalité-là. On a des psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, puis vraiment, le service externe va prendre en charge l'intervenant, puis va tout de suite vérifier, par exemple, moi, comme travailleuse sociale, est-ce que je suis disponible quand, est-ce que je prends ce suivi-là? Donc, à supposer que c'est toi le client, ben, très rapidement, on va être mis en contact, puis là, je parle de quelques heures, et déjà, on va prendre rendez-vous ensemble, puis on amorcera notre suivi. Fait que c'est rapide. C'est de la prise en charge très rapide et spécialisée. Puis le dernier service, c'est la partie de débrief, qui est vraiment, moi, mon dada dans la vie. Oui. Donc, se rendre dans les services d'urgence, idéalement 3 jours post-événement. On y reviendra tantôt sur le parcours. 3 jours post-événement, on va aller dans les casernes, puis on va débriefer l'événement avec les pompiers, les pompiers qui étaient sur place, que ce soit une décarcération, que ce soit, évidemment, du premier répondant. Feu de structure, je ne vais pas souvent. C'est pas tant ça. Un sauvetage ou un m'aider, par exemple. Ça, évidemment, on sera appelé. Donc, on va prendre en charge l'équipe. On va s'occuper individuellement des gens s'ils ont besoin par la suite. Fait que c'est vraiment une prise en charge très rapide là, qu'on va faire au niveau des services d'urgence. OK. Puis Geneviève, est-ce que justement, de plus en plus, les services, que ce soit les services de police, les groupes de paramédics ou les services incendies font affaire d'emblée avec vous pour les programmes d'aide aux employés? Effectivement, si je fais justement, là, quand je suis arrivée, entre autres, dans la maison, c'était on avait beaucoup de policiers, d'anciens combattants correctionnels. Donc, ça ressemblait beaucoup à ça. Et là, depuis que, je dis pas que c'est à cause de moi, c'est pas ça que je dis, mais que depuis qu'on est davantage connus, là, on a vraiment un beau mélange de clientèle. On a, oui, effectivement, des pompiers, des paramédics, encore une fois, les agents correctionnels. On a aussi les gens des professionnels de la santé qui sont aussi, qui vivent une réalité quand même qui est comparable à ceux des travailleurs d'urgence. Donc, on a une belle diversité de clientèle, mais qui se rejoignent toujours entre eux. Là. Donc, oui, depuis quelques années, de plus en plus, on a des ententes au niveau du service de référencement à l'externe qui se signent avec, entre autres, là, j'ai beaucoup de municipalités qui m'ont appelé récemment, de villes, pour leurs pompiers. Hey, moi, j'aimerais ça offrir de quoi pour mes pompiers. C'est des pompiers à temps partiel, d'autres à temps plein. Donc, voilà. Donc, on a vraiment beaucoup d'appels au cours des dernières années par rapport à ça, et également de tous les autres types de métiers. Là. Il y a vraiment... Je pense que les organisations commencent tranquillement, pas vite, à comprendre l'importance d'offrir des services qui sont adaptés et spécialisés, que ça peut faire toute la différence pour les gens. Malheureusement, je ne peux jamais le mettre en termes de dollars, mais on sait très bien que quelqu'un qui est en arrêt de travail pendant plusieurs mois, ça coûte cher à l'organisation. Alors, si nous, d'une certaine façon, avec les professionnels à l'externe ou lors d'un séjour à la maison, si on peut être de retour au travail plus rapidement et être mieux, je pense que c'est là qu'on peut faire une différence pour ces gens-là. Là. Tout à fait. Puis je pense que de plus en plus, ça fait partie de notre actualité. Hein. On en parle dernièrement. Il y a eu des articles dans la presse qui traitaient justement des pompiers, des premiers répondants, de l'impact que pouvait avoir le métier, la charge mentale, la charge émotionnelle. Absolument. Puis je pense qu'on évolue malheureusement dans la bonne direction parce que ça se connaît de plus en plus. Mon père a fait le métier pendant 35 ans, puis il me parlait souvent que les événements, là, c'était comme une remorque. Il traînait une remorque, là, puis là, la remorque, là, ça s'accumulait, puis à un moment donné, elle était pleine. Puis là, quand il y avait un trop-plein, c'est là que émotionnellement, c'était difficile à gérer, puis là, on tombait dans du négatif, puis c'était plus difficile. Absolument. Puis ça, je pense qu'avant, on ne mettait pas les bons mots sur les termes qui se passaient. On parlait justement d'un bagage, de mettre une carapace. On parlait de se désensibiliser ou mettre nos émotions de côté pour être capable de continuer de faire notre job. Mais je ne pense pas que l'être humain est fait comme ça. J'ai envie de demander, Julie, c'est quoi le trouble de stress post-traumatique? Donc, trouble de stress post-traumatique, évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Fait que je vais commencer d'abord par l'événement potentiel traumatique. Puis chez les pompiers, là, ce qu'il faut remarquer, puis c'était un peu ça le propos de la presse aussi, ce qu'il faut commencer, dans le fond, c'est de penser qu'il y a un événement qui a un potentiel traumatique. Donc, événement potentiel traumatique, ça le dit, c'est l'événement qui a un potentiel éventuellement. Moi, j'appelle ça une scratch sur le disque dur. Mm-hmm. Donc, pour chaque intervenant d'urgence, chaque fois qu'il va aller sur décès, blessure grave, infraction à caractère sexuel, on va parler d'une scratch sur son disque. Donc, on est témoin d'un moment où les gens vont pas bien. Puis moi, j'ai 28 ans, je viens de l'époque où on disait, non, c'est bien correct, j'ai une carapace. Mais la carapace, à un moment donné, elle a sa limite. Puis la carapace, quand elle casse, elle casse.
Moi, je propose plus de parler d'un Tyvek. Le Tyvek est plus souple que la carapace, le mur, peu importe là, ce qu'on disait à l'époque. Donc, événement potentiel traumatique, ça va faire une scratch. On vit 3 ensemble, le même événement. On va avoir 3 perceptions différentes. Puis pas juste s'il y en a un au toit, qu'il y en a un qui est à terre, puis il y en a un qui est opérateur de pompe. C'est plus que ça. C'est aussi, c'est quoi mon bagage? C'est quoi mon histoire? Qu'est-ce que j'ai dans ma remorque, justement? À quoi ça va faire écho, peut-être, dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle? Parce que, j'aime ça, là, sortir l'étude de McKay et Gravel 2016, 600 à 850 scratchs en moyenne chez un intervenant d'urgence au Canada. 600 à 850. Monsieur, madame, tout le monde, dans sa vie, 2 à 3. Ouais. Fait qu'on parle de surexposition traumatique. Et ça veut pas dire, évidemment, qu'on va tout être en post-trauma. Moi, j'entends les recrues là, me dire rapidement, Julie, c'est quand mon premier post-tro? Je suis comme, tu sais que t'es pas obligé. Là. On n'est pas sur un parcours nécessaire. Faut pas voir ça comme ça. Absolument pas. Mais on est davantage exposé. Donc, évidemment, on a davantage de possibilités. Je fais juste une parenthèse sur la préparation. La préparation à l'école, en simulation, en formation, c'est super intéressant. Moi, ce qu'on me parle depuis 28 ans, c'est l'émotivité de la scène. Ouais. C'est rarement l'image en tant que telle, c'est dans quel univers elle se produit, comment vont les gens, est-ce qu'il y a des éléments sensoriels qui viennent accélérer le fait que ma scratch est plus profonde. Fait qu'événement potentiel traumatique, 3 à 30 jours après, on va parler de troubles de stress aigu. Fait que trouble de stress aigu, c'est mon RPM d'adrénaline qui est monté super haut, puis là, j'ai besoin de temps pour que mon RPM redescende. 3 à 30, dans le fond, c'est scientifique, là, c'est le moment où on s'attend à dire, OK, il devrait avoir décompression, idéalement dans le 0,3 jours, mais ça se peut que si ma scratch est plus profonde. Fait que là, mes clients vont me dire, je suis allumée comme un rond de poêle. Puis là, j'ai l'impression que personne va assez vite. Ouais. Puis là, j'arrive chez nous, puis là, ma femme a dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé, il y a une feuille qui est restée prise dans le photocopieur. Puis tu fais, hey, moi, j'aimerais ça que ça soit juste ça, ma journée, chérie d'amour. Fait que là, on est dans un décalage avec le reste des gens. Trouble de stress aigu. 30 jours et plus, on va parler de post-trauma. Mais il faut avoir des flashs. Les flashs, c'est toujours déclenché par un élément sensoriel. Donc, il faut que ça soit un son, une image, une odeur, une adresse, la toune qui passait, le son de la RAO, le bip-bip que j'ai entendu, tu sais, mon cylindre. C'est tout ça qui va faire en sorte que ça, trigger, ça me ramène sur mon événement. Et c'est pas ça me ramène des souvenirs, c'est que ça me ramène l'émotion. Okay. C'est ça, un post-trauma. C'est pas juste de me rappeler. Ouais. Se rappeler, toutes nos scratchs nous amènent là. Ouais. Mais je le revis. Ça m'empêche de dormir. Je vais peut-être avoir des idées suicidaires. Plus de 90% des gens vont avoir des idéations suicidaires ou vont aller jusqu'au passage à l'acte. Puis nous, notre mission première, à la base de tout, c'est de prévenir le suicide aussi. Fait qu'on sait qu'il y a une corrélation importante. Fait que c'est vraiment ça, le parcours traumatique. Puis c'est vraiment dans ce sens-là qu'on dit, bien, on va essayer d'agir puis d'offrir le maximum de soins spécialisés et adaptés à l'intervenant pour diminuer son RPM. Puis là, je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais on peut maintenant, par thérapie, guérir le post-trauma, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. Moi, quand j'ai commencé, on faisait des babayes dans la fenêtre, puis on lui disait, on t'offre une job à la bibliothèque. Ah oui, c'est ça qu'on faisait aux policiers. Oui, effectivement. Puis, c'est comment est-ce qu'un intervenant d'urgence, quelqu'un qui est, je peux dire, quelqu'un qui va subir ou vivre un événement à potentiel traumatique, comment est-ce qu'il peut le gérer lui-même? Tu sais, avant de dire, à chaque fois que j'en vis un, je pèse sur le bouton panique puis je demande des services, mais si on remonte, là, comment est-ce qu'il pourrait le gérer pour être capable de mieux le vivre, de le digérer, en fait, peut-être? Bien, idéalement, ce qu'on suggère, les bonnes pratiques vont nous dire on va faire un désamorçage. Donc, l'officier, un père aidant, un proche, il n'y a pas de bénéfice que ça soit un professionnel de la santé mentale qui va essayer de désamorcer la bombe. Fait qu'on dégoupillonne la bombe, puis on fait juste diminuer la tension. Fait que première verbalisation. Ce qu'il y a de le fun chez les pompiers, c'est le moment où on nettoie nos trucks. C'est un bon moment pour dire juste tout cool down. Ouais. Ça, c'est la première partie. 3 jours après, le débrief, ce qu'on va venir faire, moi, je l'ai fait en groupe. Là, j'aime beaucoup faire les séances en groupe. Donc, on va être ensemble, puis on va décortiquer ce qui s'est passé. Puis moi, je travaille avec une approche qui s'appelle le narratif. Donc, je vais voir comment les gens m'en parlent. Parce que moi, que j'ai lu la nouvelle, je m'en fous. C'est comment toi, tu l'as vécu qui m'intéresse. Toi, tu es opérateur de pompe, c'est quoi que tu as fait? Geneviève a géré le PC, c'est quoi que Geneviève, elle a vécu? Puis là, on met ça tout ensemble, d'où l'importance que ça soit tous les gens qui ont vécu le même événement en même temps. Puis là, on va essayer de comprendre c'est quoi nos réactions attendues. Puis là, si ça va pas après ça, c'est là que la ligne d'aide peut être là, ça peut être un suivi, puis éventuellement peut-être un diagnostic et une thérapie, mais c'est vraiment un continuum de soins. Dans les années 90, on disait le débriefing, ça prévient tout. C'est pas vrai. Mais ça aide en maudit. Puis les pompiers, vous avez une maudite belle force, c'est la force du groupe. Oui. Chose que les ambulanciers, policiers ont pas souvent moins. Hein? C'est tout petit, ils sont en 2. Ils sont 2, oui, exactement. C'est ça. Fait que cette force-là,
votre humour louche. Oui. Vous êtes drôle, mais tu sais, on désamorce des situations avec l'humour. Des fois, ça cache autre chose, mais... Souvent, il faut être là. Il faut être là. Oui, c'est comparable souvent à la chambre de hockey. Là. Oui, absolument. Des fois, il fallait être là pour comprendre le contexte. Mais oui, l'humour, c'est une force. Ça a été démontré, c'est une force. Évidemment, ce qu'on va vouloir, c'est briser l'isolement, garder, tu sais, que la gang soit ensemble. Tu sais, ça va nous aider d'avoir vécu quelque chose ensemble, de créer un lien. Mais je dirais que la base de tout ça, c'est de briser les tabous autour de la santé mentale. À la base, puis ce qu'on essaye de faire, c'est de dédramatiser. Tu as mal dans le dos, tu vas voir le chiro, tu te sens pas mal. Tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, mais ça devrait être la même chose pour le psychosocial. Je comprends. Voilà. Mais j'ai une question justement par rapport peut-être au débriefing fait en équipe, entre intervenants. Fait que, supposons qu'une équipe, justement, intervient, on va prendre un accident de voiture. Fait qu'ils sont peut-être 5, 6, 7, 8 à intervenir là-dessus. Il y a des choses qui sont pas faciles, il y a beaucoup d'émotions, c'est très chargé. Et là, ben l'équipe l'officier, le chef va décider de prendre en charge un débriefing de groupe, justement, à chaud pour essayer de... Est-ce que d'intégrer les autres équipes de travail qui n'ont pas été sur l'intervention, mais qui va juste soutenir les équipes. Je vois déjà ton signe de tête, Julie. Puis je me doutais beaucoup de la réponse, mais je veux qu'on en parle parce que je pense que pour bien faire, il y a des équipes qui vont se dire, bon, ben je vais prendre l'équipe de relève qui va venir parce qu'il veut soutenir les collègues qui ont vécu ça, mais est-ce qu'on pourrait... j'aime pas ça dire ça, mais les contaminer peut-être? Ben, c'est le mot. Mais j'utilise la décon comme image. Hein? On décontamine nos bunkers maintenant. Ouais. Ben, on va décontaminer notre mental aussi. Donc, ce qu'on va vouloir faire à ce moment-là, c'est que la partie factuelle de l'événement qui inclut le sensoriel, je ne vais pas aller mélanger d'autres gens. Okay. Puis, je vais prendre l'exemple aussi clair que j'ai une décarcération, l'intervention est faite, j'ai 6 gars, filles, peu importe, là, j'ai 6 pompiers. J'en ai 2 qui sont arrivés par la suite puis qui n'ont pas vu la scène. Moi, je vais les séparer. J'appelle ça des bulles d'intervention. Je vais prendre soin des 2. Puis après, pour la partie éducative, j'ai pas de misère à les mettre ensemble. Mais jamais je vais vouloir contaminer parce que ça s'appelle du traumatisme vicariant. C'est le fait que je te le raconte. Puis si je te le raconte, tu le sais de quoi je parle, puis tu es capable de te faire une image mentale. Puis peut-être que toi, ça va repopper l'odeur X que je fais exprès. Vous voyez, je fais très attention à mon graphique. Là. Fait que c'est ça qu'on veut pas. Le soutien, c'est parfait, mais on ne contamine pas. Fait que tu irais pas te promener avec ton bunker sale après. C'est la même chose. OK. Puis comment est-ce qu'on arrive à, je peux dire, débriefer de la meilleure façon? Tu sais, pouvez-vous donner un conseil justement à la personne qui est en charge d'équipe qui dit, bon, là, je vais faire un débriefing. Par où je commence? Est-ce que je fais un tour de table? Est-ce que je demande juste aux gens de parler de leurs émotions? Est-ce qu'on reste plus sur les faits? Qui a fait quoi? Puis après, on ira dans l'émotion de savoir comment tu l'as vécu. Bref, comment qu'on organise ça un peu? L'officier ou le père aidant qui fait le diffusing, moi, je travaille avec la théorie qui s'appelle les faits, les émotions, les pensées. Okay? Fait qu'on a 3 questions. Les faits, c'est succinct parce qu'on est encore, là, tu sais, le RPM est encore super élevé. Fait que c'est sûr que... Puis on tombe pas dans l'opérationnel. Mon plus beau conseil, ce serait de vous dire l'opérationnel, là, on a-tu branché à la pompe à la bonne place, on s'entorche, honnêtement, à ce moment-ci. Pour moi, c'est pas important. Mais souvent, c'est un réflexe de dire, ouais, mais là, parce que là, les gens sont trop à cran, là. Fait que si je te dis, t'aurais dû faire attention, ben là, j'ai fait ce que j'ai pu. On veut pas ça. On veut des gens qui sont dans l'événement. Fait que les émotions, là, on n'ira pas loin, là. On sort pas la roue des émotions de dire, tu te sens-tu plus accablé ou déçu? C'est pas ça qu'on fait. Ouais. On se sent pas bien. Tu te sens comment? Ouais. Moi, excusez, mais en crise, ça me convient comme émotion. Je n'ai pas besoin d'un mot scientifique. Et après, ce qu'on veut, c'est savoir, es-tu correct pour rester sur le chiffre? C'est ça. Moi, ma question fondamentale pour l'officier, c'est es-tu correct? Et de retirer systématiquement les gens, attention. Ah oui, hein? Oui, parce que si moi, je vais bien, puis que Geneviève a dit, Julie, ça va être tout pour aujourd'hui, je suis punie. Mais je vais bien. Fait qu'il faut faire confiance aux gens, mais il faut les sensibiliser, évidemment, à reconnaître leurs signes. En 28 ans, j'ai été une fois à demander un retrait. J'ai parlé au lieutenant après. J'ai dit, lui, d'après moi, il est dangereux. OK. Parce qu'il était dans le super-héros. Je sentais qu'il voulait sauver. Puis j'avais l'impression qu'il allait compenser le patient qui était décédé, qu'il allait compenser s'il ressortait PR. Fait que ça, pour moi, c'est dangereux pour lui, là, pour l'intégrité de ce pompier-là. Mais sinon, il faut que les gens prennent des décisions. Puis là, quand on arrive en débrief psychologique, où là, c'est un intervenant social qui est formé, bien là, évidemment, on va avoir 7 questions au lieu de 3. Puis là, on va décortiquer, puis on va normaliser. Moi, je suis beaucoup dans la normalisation de on s'attend à quoi, puis c'est quoi ton écart significatif qui va faire que tu pourrais appeler pour nos services individuels par la suite. Puis moi, je reste toujours disponible par la suite en individuel. Ça arrive souvent que les gens font « J'étais mal à l'aise de poser la question, mais j'aurais une question. » Fait que
Puis des fois, ils veulent pas faire ça, mais ils m'apostrophent sur le bord de mon char. Des fois, c'est ça aussi. Puis dans l'informel, c'est bien correct, là, tu sais. Parce que c'est gênant, des fois, peut-être, de parler de certains points là, qui m'ont rendu mal à l'aise dans les derniers jours. Puis prenons cet exemple-là où un intervenant de la vigile est venu faire un débriefing vraiment psychologique, encadré avec une équipe. Et là, suite à cette rencontre-là, ben, il y aurait 1 ou 2 intervenants qui, là, ça ne semble pas se régler. Puis ils ont besoin d'avoir quelque chose de plus. Ils ont besoin d'avoir un suivi peut-être avec vous autres. Comment que ça fonctionne pour la suite? Bien, dans le fond, souvent, ça va être Julie qui va faire ce type d'intervention-là de debriefing. Donc, ce qui va arriver, c'est que de toute façon, on va avoir laissé le numéro de téléphone de la ressource. Donc, évidemment qu'on invite les gens, s'ils ne se sentent pas bien, « Hey, je t'invite à appeler si tu veux juste reventiler sur la situation ou en tout cas, ou avoir une idée des services qui peuvent être offerts. » Et c'est souvent au numéro, la ligne d'aide que les gens vont passer en premier lieu par cette ligne-là. Et nous, après ça, ben, quand ils vont nous appeler, ben, on va les prendre en charge. Puis, si, exemple, parce que le service de référencement à l'externe, ça prend quand même une entente avec la vigile pour savoir à qui qu'on facture les consultations. Donc, si c'est quelqu'un qui nous appelle et que, exemple, son employeur n'a pas d'entente avec nous ou son syndicat, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lui donner des noms de ressources. C'est juste qu'on ne fera pas le processus complet à savoir est-ce qu'il y a de la disponibilité. Puis, les séances, ben, elles vont être assez frais à lui. Alors, l'avantage d'avoir une entente avec la vigile, ben c'est évidemment, on va faire le travail de s'assurer que l'intervenant est disponible parce qu'il va attendre l'appel de la personne. Et en plus, ben ça va être aux frais soit de l'organisation ou du syndicat. Et je pense l'élément le plus important, c'est qu'on va avoir eu la chance de conserver la confidentialité. Parce que parfois, les gens, ils vont vouloir vouloir des services, ils ne voudront peut-être pas parler à l'employeur ou au syndicat. Mais quand on sait que, hey, s'il se passe de quoi, nous, on a une entente avec la vigile de ne pas hésiter à les appeler, puis ils vont vous dire, ils vont expliquer évidemment c'est quoi l'entente, mais alors n'hésitez pas à les appeler, puis évidemment, personne ne sera au courant que M. Untel nous a appelé pour des services à l'externe ou pour l'interne. C'est clair que c'est plus facile de faire cette démarche-là direct que la personne qui vit quelque chose, ben, elle a juste à prendre le papier, elle appelle la vigile, plutôt que ben, la démarche, c'est de t'aviser ton lieutenant, qui lui en parle au chef, qui lui demande au directeur s'il y a l'autorisation, qui passe la POC aux ressources humaines de la ville, qui dit ben oui, c'est bon, on a un contrat, tu peux appeler. Fait que là, tout le monde au service sait que cette personne-là a besoin d'aide. Bon, on l'a eu il y a quelques semaines, puis ça a été ça. Puis c'est triste. Puis j'étais contente que ce pompier-là lève la main quand même parce qu'honnêtement, le millionnaire, son épouse, là, tout le monde était au courant de l'histoire. Il était quand même à l'aise qu'on était très content puis qu'on lui a dit, mais sinon, c'est bien plus facile. Ça se peut que ce soit ça la réalité puis c'est ça qui arrive. Correct, mais c'est clair que ça peut mettre un frein pour plusieurs. Pour certains, ça peut être un frein. On n'a pas de ligne directe avec l'organisme qui peut nous aider. Là. Puis c'est tout le travail à faire en prévention, justement. Là. Puis après ça, comme vous dites, là, on appelle la vigile. OK, vous n'avez pas d'entente avec nous ou vous en avez une. Après ça arrive, il parle à 2-3 personnes, fait que finalement, on a passé 2-3 jours à savoir qu'est-ce que la personne pourrait avoir comme service. Tu sais, des fois, le temps... c'est précieux. C'est ça, c'est précieux, exactement. Surtout si la personne va vraiment pas bien avec des idées suicidaires. Je pense qu'on n'a pas de temps à perdre à ce niveau-là. Donc, de travailler comme ça, à faire des ententes à l'avance, travailler en prévention, dire... Hey, gang, moi, là, s'il y a quelque chose, on a ça pour vous à la vigile. Il faut que les gens sachent sont où les ressources. Fait qu'ils n'hésitez pas. Dans le fond, je pense que c'est ça que les organisations et les représentants syndicaux devraient mettre en place en premier lieu. Julie, on a parlé de comment est-ce que la personne vit un événement. Tu parlais de 30 jours. Tu sais, si on a des flashs après 30 jours, ça, c'est un indicateur, je pense, personnel. Maintenant, comment est-ce qu'on peut observer des collègues qui vivraient une situation? Parce que je pense que quand on travaille avec des gens au quotidien, on vient qu'à les connaître. Hein? On connaît leur non-verbal, on connaît leur attitude, on connaît un petit peu comment ils sont. Mais ça pourrait quoi des signes, des indicateurs qui pourraient nous dire que cette personne-là, elle va pas bien? Changement de comportement serait mon résumé le plus facile. Donc, j'ai Marc-André qui vient aux pratiques. D'habitude, mensuellement, il est là. On a un appel, il est tout le temps là. Il répond rapide, je m'en viens, etc. Puis là, depuis quelques semaines, depuis l'événement X, la décarcération, c'est plus difficile. On le voit moins dans l'humour. Là, je commence à avoir des signes ici. Puis c'est comme ça qu'on forme les pères aidants aussi, à détecter ça. Parce qu'évidemment, j'ai besoin de quelqu'un qui lève le flag des fois. Parce que ça se peut que lui,
s'isole, puis il a l'impression qu'il est seul au monde, puis c'est ce qu'on va vouloir aller chercher. Au niveau relationnel aussi, on peut voir il peut se passer quelque chose qui est moins proche de ses collègues. Il va venir peut-être aux pratiques, il va venir peut-être aux interventions, mais il est dans sa bulle. Fait que ça, c'est nos meilleurs indicateurs, je dirais. Puis ça peut être intéressant à ce moment-là, justement, d'aborder cette personne-là à dire « Hey, ça va-tu? » Mais tu sais, ça va-tu pour vrai? Là? Pas « Salut, ça va? » là. Ça va-tu pour vrai? Et ça, on a plusieurs appels qui commencent de collègues ou d'officiers qui font... Ah oui, hein? Ah oui. Oui, souvent, il va y avoir un collègue qui va nous appeler. Hey, moi, j'ai remarqué ça chez un collègue. Qu'est-ce que je peux faire? Puis, tu sais, des fois, là, les gens là, qui auraient peut-être. Tu sais, ça demande quand même beaucoup de courage de prendre le téléphone puis nous appeler. Ouais. Des fois, là, on peut faire l'appel avec. Mettons qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, puis que, tu sais, bon, on peut être à côté de lui pour justement faire le premier appel. Puis après ça, la personne s'éclipse, là. Puis, tu sais, c'est vraiment l'appel. C'est vraiment de signaler le numéro. Qui va signaler, oui. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est une façon qui peut être plus qui peut être aidante pour un père, là. Donc, de ne pas hésiter. Puis j'ai envie de dire aussi, tu sais, si on voit quelqu'un qui est de plus en plus irritable, je pense que c'est un trait de personnalité qui peut revenir quand on va pas bien, là. L'irritabilité, on pogne les nerfs pour rien, là, tu sais. On a la mèche courte, là. Oui. Un changement de comportement, un isolement, l'irritabilité, Ouais. c'est des bons indicateurs là, que quelqu'un ne va pas bien suite à un événement. Ou surinvesti. Je parlais du syndrome du super-héros. Tantôt, moi, celui-là, je l'aime beaucoup aussi à regarder que cette personne-là est comme beaucoup. Puis ils ont beaucoup, là, tu sais. Fait que tout devient plus personnel. On a une intervention, on va être réactif, on va vouloir plus que tout le monde. Moi, le surinvesti, ça me parle aussi. Puis des fois, bien souvent, en fait, puis là, je dis ça clinique, là, mais souvent, ça parle d'une intervention qui n'a pas bien été pour cette personne-là, puis de sa perception, tu sais, peut-être que j'aurais pu faire une différence, la maudite culpabilité. Fait que là, je vais aller surcompenser sur chacun de mes appels suivants. Il y a ça aussi. Comme changement de comportement, là, on le voit, puis on a des appels qui ressemblent à ça. Là. Il me semble que cette personne-là est too much. Elle prend tout le temps supplémentaire. Tu sais, c'est beaucoup, là. On a vu ça dans un rapport de coroner dernièrement. Voilà. Je n'osais pas le nommer, mais oui. Voilà. Je pensais à la même chose. On a eu le même Wi-Fi. Oui. Fait que c'est pas nécessairement que la personne elle s'éloigne du groupe ou elle s'éloigne du service ou on la voit moins souvent. Ça pourrait être l'inverse, puis de dire « Oh, elle est surinvestie, accepte tous les corps de travail en temps supplémentaire. » Bon, c'est une stratégie d'essayer de changer les idées puis de revivre d'autres situations. À la maison aussi. Oui, c'est ça. Ou éviter d'être à la maison. Oui, il y a plein de... On les a avisés, ça. Là. Oui. Absolument. Fait que ça nous parle. Mais c'est pour ça que je dis que changement de comportement, c'est plus neutre. Oui. Mais le super-héros, trop, pour moi, puis je dis pas super-héros péjoratif, mais tu sais, surinvesti, là, c'est peut-être un signe. Puis on va en voir qui vont faire ça, vont s'épuiser. Puis là, par la suite, ben là, il faut travailler ça. Nous, en intervention avec ces gens-là qui ont accepté tout le temps, trop de temps supplémentaire. Puis c'est oublié, mais t'oublies quoi? Tu fuis quoi? Moi, ma question comme TS, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on fuit ici, là? Oui, puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a certains services, que ce soit à différents niveaux, là, qui vont mettre des corps maximum, tu sais, le nombre d'heures travaillées. Puis pas juste pour une fatigue physique ou mentale, mais aussi pour une fatigue émotionnelle, je pense, là. Absolument. Puis la prise de décision a rétréci avec la fatigue, hein? Oui, faut pas oublier ça. Fait que, tu sais, la vision de tunnel, il faut faire attention à ça, autant sécuritairement physique que mental, puis aussi au niveau des collègues, parce que là, l'irritabilité va s'accélérer à ce moment-là. On a parlé brièvement du programme Père aidant. Je pense que ça fait partie des programmes que vous offrez qui sont de plus en plus populaires, surtout auprès des services incendies. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Bien sûr. Moi, c'était mon bébé initialement. Mon stage dans la police, c'est ce que je voulais faire il y a 28 ans. Ça n'a pas marché pour toutes les raisons qui appartiennent. Fait qu'on a recommencé il y a quelques années à parler de ça. Il y a un rapport de coroner initialement qui parlait de cette idée-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pères aidants, c'est pas le fait de devenir un thérapeute, évidemment, puis ces gens-là ne sont pas dédiés, mais c'est pas ça l'objectif. Ça va être de lever la main quand il y a quelque chose. Fait qu'on va les outiller, je la donne la formation, on va les outiller à avoir des ressources, de détecter nos fameux changements de comportement. On va parler aussi de la fatigue de compassion. Parce que chez les intervenants d'urgence qui sont soumis à entrer chez les gens, puis là, on me voit venir avec le PR chez les pompiers, mais là, on constate la misère humaine. Puis la misère humaine, là, ton bunker, il ne te protégera jamais contre ça. Fait qu'on le voit chez les paramédics, on le voit chez les policiers, mais là, de plus en plus qu'on fait du PR, bien évidemment, on va faire « Oh mon Dieu, il y a des milieux insalubres, il y a des enfants qui vivent dans ces conditions-là, il y a 46 chats dans la maison, ça sent l'ammoniaque, on sort nos détecteurs. Donc, comment on fait face à ça? Puis les gens, ils reviennent en caserne, ils sont comme « Mais je peux pas croire qu'il y a du monde qui vit dans ces conditions-là. » Ouais. C'est souvent ce que j'entends. Donc, on va essayer d'aider
les pompiers, là, on parle de pompiers ici, pompiers à prendre soin de leurs collègues, mais à ne pas s'oublier, parce que moi, je veux pas qu'on forme des super-héros, comme je disais tantôt. Ce qu'on veut, c'est aussi prendre le pouls de « OK, ben moi, comme père aidant, je suis là, mais je n'ai pas signé un pacte avec le diable. » Là. Fait que trouver la bonne ressource, accompagner, ce que Geneviève disait tantôt, là, signaler le fameux 1888 avec la personne, parce que Colin, c'est vrai que c'est dur de demander de l'aide. Fait qu'on va les former vraiment dans cette optique-là. Puis moi, ce que je fais, c'est que le petit élément important, c'est oui, la vigile, évidemment, toujours, mais c'est de trouver peut-être d'autres ressources dans d'autres contextes. L'exemple clinique que je donne, c'est la médiation familiale. Dans un contexte de séparation, bien, peut-être que c'est la vigile qui va aider parce que j'ai besoin d'un TS, mais peut-être que j'ai besoin des 6 séances du médiateur. Fait que là, j'explique ces petits services, comme j'explique en travail social, à dire voici les ressources qui existent. Toujours en lien avec les municipalités qui vont nous engager, bien, je vais faire un bottin de ressources pour être capable que les gens puissent aller chercher de l'aide. Peut-être pas à la vigile, peut-être au barreau, peut-être avec un médiateur. Donc, c'est des outils au maximum là, à faire face à ça. Puis tout l'aspect trauma, bien entendu, qui est mon dada. Tout comprendre les vrais termes. Le 0-3 jours, le 3-30, le 30 et plus. Puis c'est quoi que ça a l'air, une personne en post-trauma? On s'imagine tous que c'est un zombie. C'est pas ça. Ça peut ne pas paraître. Moi, j'ai traité des gens que ça faisait plus de 30 ans qui trimballaient leur post-trauma. Vers où on les amène. Puis je parle de la thérapie de reconsolidation du docteur Brunet. Comment on guérit un post-trauma? Moi, je ne peux pas comme TS, mais on a des psychologues, puis je vais expliquer, puis je vais leur montrer de quoi ça a l'air une séance. Fait que c'est vraiment des outils au maximum pour qu'ils aillent « Ah, wow, OK, j'ai tel Jobin qui va pas bien, ben je pourrais l'amener. Puis comment je l'accompagne comme il faut? Je lui donne-tu une bine sur l'épaule, puis je dis « Hey, t'as l'air dead ces temps-ci. » Peut-être que c'est pas la bonne approche. Fait que c'est un peu ça. C'est ça. Puis dépendamment justement des personnes, je pense que c'est important d'avoir un éventail de ressources. La vigile, oui, on a beaucoup de services, mais peut-être qu'il y a d'autres services qui pourraient être offerts puis qui vont répondre davantage à la personne. Évidemment, l'objectif ultime, c'est d'aider les gens de la meilleure façon pour eux. Exact. Puis si on prend l'exemple où vous... un service incendie fait affaire avec vous pour implanter un programme de père aidant. Et là, j'imagine qu'on doit sélectionner des membres de l'équipe. J'ai envie de vous demander quel genre de personnes feraient les meilleurs pères aidants? Est-ce que d'emblée, on s'en va vers des positions d'autorité dans l'organisation? Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient, par leur personnalité, qui feraient de meilleurs pères aidants que d'autres? Bref, comment on les choisit, ces personnes-là? La meilleure technique que j'aime beaucoup, qu'on a utilisée à plusieurs endroits, c'est dénoncer un collègue que vous aimeriez avoir comme père aidant. Fait que c'était bon, ça vient. Fait que si j'ai confiance en Geneviève, je vais écrire à l'officier, par exemple, qui part le programme. Puis moi, Geneviève, je trouve que ça serait une bonne candidate parce que quand je ne vais pas, c'est à elle que je parle. Les gens peuvent s'auto-proposer, mais on va aller voir aussi vers qui les gens sont portés à aller. Moi, j'ai 2 critères importants. Un, la confidentialité. Donc, je veux des gens étanches pour parler en langage d'urgence. Puis je veux des gens qui ont réglé leurs enjeux pour l'instant. Parce que quelqu'un qui vont bien. Oui, parce que même si tu as passé quelque chose de difficile, c'est super correct, mais il faut que tu ailles bien. Je veux pas t'en rajouter dans ta remorque pour reprendre l'image. Je vais pas aller pelleter mon vieux frigo dans la remorque à Geneviève. Je veux m'assurer que Geneviève est capable de faire face. Fait que souvent, on va accompagner les organisations. Des fois, ils sélectionnent par eux-mêmes, puis des fois, on va les accompagner avec ces critères-là qu'on vient de parler. Fait que l'idée, c'est ça. Appelez-nous, on va vous faire une belle proposition. Mais on veut des gens qui sont fiables et qui sont reconnus. Parce qu'évidemment, si t'es père aidant puis personne t'appelle, on n'a rien gagné. Oui, c'est ça, exactement. Bien, justement, est-ce que vous avez eu des retours de certains programmes qui ont été mis en place dans des endroits, des retours positifs, bref, est-ce que ça fonctionne? Bien, j'ai envie de dire, en tout cas, moi, des fois, ce que j'entends, c'est que j'ai été référée par un père aidant ou justement, l'appel difficile, le premier appel, ça a été fait justement avec un père aidant. Fait que moi, c'est un peu ça que j'ai comme retour là, des appels qu'on reçoit. Là. Puis à l'AXIC, ils sont contents. Ils viennent nous voir quand on est dans les congrès. Oui, on a des organisations qui viennent dire hey, merci, c'était cool. Ça crée une chimie aussi. Les gens en parlent plus. Enlever le tabou. Ça permet ça aussi, les parents. Moi, je leur dis qu'ils sont les mascottes maintenant de la santé mentale. Là. Fait que pour enlever j'imagine, plus on en parle, plus on rend ça accessible, puis on normalise ce qui se passe, les gens vont être enclins à parler. Là. Absolument. Exact. Puis, bon, une autre question. J'en ai plein des questions. Ça m'intéresse. On a plein de réponses. On a plein de réponses pour vous. Est-ce qu'on a des statistiques en lien avec la guérison? Tu sais, tantôt, on parlait de programmes vraiment pour guérir complètement, un traitement. Guérir de ça, est-ce que c'est possible? Puis si oui, comment est-ce qu'on peut chiffrer les retours au travail? Des fois, c'est peut-être même pas un retour au travail, mais c'est un retour à la vie normale. Ça pourrait être une forme de guérison.
Bien, la thérapie de reconsolidation, qui est la technique Brunet, moi, je peux parler de celle-là parce que c'est celle vers qui je réfère, donc ça prend des psychologues ou psychothérapeutes. On dit que c'est autour de 80% de guérison. Donc, guérison veut dire revient neuf dans l'emballage, dans mes mots à moi. Donc, reprend le travail, il est capable de. Puis des fois, reprennent pas le travail. Pompier temps partiel, j'en ai beaucoup qui disent moi, je la risque plus ma vie pour ça. Puis c'est correct parce que dans le fond, c'est ton temps de famille que tu passes comme pompier temps partiel. Fait que nous, le fait que les gens reviennent, puis après les hébergements, c'est souvent ça aussi. Fait qu'on n'est pas nécessairement en thérapie, mais on est peut-être dans qu'est-ce qui m'a fragilisé là-dedans. Puis ça, on a des bons retours quand même. Oui, exactement. Puis parce que, tu sais, c'est ça, à la vigile, un peu plus difficile des fois d'avoir des statistiques parce que des fois, on a des gens, ils vont nous quitter super contents, tu sais, tout semble de bien aller, puis on n'a pas de retour. Fait que pour nous, de savoir, ça a-tu été une réussite, ça a-tu pas été une réussite, c'est plus difficile. Mais on a beaucoup de gens qui nous rappellent, qui nous disent... Il y en a qui nous soulignent quand, que, mettons, exemple, c'est une problématique de consommation. « Hey, ça fait 1 an que je consomme plus. Je suis content, je suis fière de moi. » Des fois, ils arrêtent à la vigile, dire juste un petit bonjour, « Hey, comment ça va? » Ils viennent avec leur petite famille. C'est vraiment le fun d'avoir ces retours-là, mais c'est pas tout le monde qui le font. Puis, ceux, ben, que peut-être ça a été un petit peu plus difficile à la sortie ou en tout cas qu'à un moment donné, il y a un autre besoin, bien souvent, ils vont nous rappeler. On appelle ça la réunion des anciens. C'est pour ceux qui ont terminé un séjour chez nous, qui ont fait le séjour au complet. À ce moment-là, ce service-là est offert, c'est à toutes les semaines, un peu comme un regroupement des AA, là, dans le sens qu'il y a un sujet qui va être soumis, puis les gens vont se connecter. C'est en mode virtuel, parce que nous, il ne faut pas oublier qu'on dessert la province au complet. Donc, notre réseau de professionnels est à travers la province, mais on reçoit aussi des gens à travers la province. Donc, alors, c'est en Zoom, ce service-là. Et souvent, il y en a, ça leur permet de se reconnecter à nouveau avec la vigile. On dirait qu'ils disent « Ah, je suis contente, j'ai vu les murs de la vigile. » Tu sais, ce sentiment-là de... Parce que c'est sûr que nous, c'est comme un petit cocon pendant 30 jours. On les chouchoute. C'est réconfortant. Ah oui, c'est ça. On est dans le très gros réconfort, puis on s'occupe bien d'eux. Donc, des fois, juste de revenir en mode Zoom avec la soirée des anciens, ça peut être une possibilité. Mais encore une fois, il y en a d'autres que ça va être juste d'appeler la ligne d'aide parce qu'ils vont avoir connu la personne qui travaille là. Puis là, à ce moment-là, on va dire « Ah ouais, ça va moins bien. » Donc, on va encore une fois les amener à aller chercher d'autres ressources ou en tout cas à répondre aux besoins de la personne. Et il y en a qui vont refaire un autre séjour. Ça peut être 2, 3 séjours. Faut pas penser que... Il y en a des fois qui se tombent un petit peu dans la honte de dire « Ah, je suis obligée de retourner une deuxième fois. » Bien, moi, j'ai envie de dire non. Là, le premier séjour que tu as fait, bien, on a fait un bout de chemin. Là, on va aller faire un autre bout de chemin ensemble. C'est pas une finalité, là. Après ça, là, s'il y aurait un autre 3e séjour, parfois, on est là. Évidemment, c'est pas la majorité, mais je veux que les gens le sachent qu'il n'y a pas de problématique. C'est pas un séjour, puis après ça, on ne se revoit plus. Là. C'est terminé. Là. J'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'on en parlait en montant. Il y a des gens aussi qui, par reconnaissance, vont organiser des activités de financement. Je disais que c'est un OBNL. C'est ça qu'on parlait en montant, peut-être. Je te passe la POC parce que... Effectivement, on est chanceux à la vigile. On est très... on a des... Tu sais, évidemment, les services d'urgence, c'est des communautés tissées serrées. Alors nous, honnêtement, on a vraiment la chance de pouvoir, j'ai envie de dire, de profiter de ça. Les gens organisent beaucoup d'activités pour nous. À chaque année, là, je suis présente dans davantage d'événements parce que nos gens... À vous. Les gens pensent à nous. Et souvent, c'est ça. Souvent, ça va venir de l'idée de quelqu'un qui est déjà passé chez nous, qui veut redonner au suivant. Alors, donc... Tournoi de hockey, de ride de moto. Tu sais, on a plein d'événements. On a 3-4 tournois de golf. Honnêtement, on est... Parce que, tu sais, je comprends. C'est un milieu communautaire. Je sais qu'il y a des organisations qui en arrachent plus que nous autres. Nous autres aussi, c'est toujours une réalité. Le financement, c'est toujours quelque chose c'est toujours un enjeu. Mais on a vraiment la chance d'avoir tous ces gens-là qui organisent des événements. Puis, ça vient juste ressouder. Je trouve ça le fun. Ça nous fait aussi connaître davantage parce que moi, je ne vois pas non plus juste le volet financier. C'est qu'en parlant, bien, la vigile, on est connu davantage. Évidemment qu'on est plus connu que en 2018, quand je suis arrivée. Évidemment, ça serait le contraire. Il faudrait se poser des questions. Ça voudrait dire peut-être que je ne fais pas ma job comme du monde. Mais là, je suis contente parce que davantage de gens nous connaissent. Le sujet de la santé mentale est de moins en moins tabou. Il le reste encore, mais bien moins. Mais moins. À chaque année, on avance, puis... moi, je vois juste du positif pour le futur. Oui, vous avez raison. De plus en plus, on en parle. Exact. Puis justement, en parler,
je veux terminer un peu notre entretien là-dessus. On a parlé tantôt là, dans l'actualité de différents articles qui sont sortis sur l'exposition des intervenants d'urgence, principalement les pompiers, avec l'arrivée du premier répondant. Puis là, c'est à se demander. Moi, j'en parlais avec des équipes de pompiers, puis on se disait, hey, nous autres, on a-tu toujours d'affaires là sur les interventions? Puis là, le discours qu'on avait, c'est, si c'est pas les policiers, c'est pas les ambulanciers, c'est pas les pompiers, qui va aider les gens? Fait qu'au final, on a comme pas le choix, bien souvent, de faire face à des situations. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on se prépare? À partir des premiers cours pour devenir pompier, pour devenir policier, pour devenir ambulancier, comment, selon vous, puis là, je vous demande vraiment votre opinion personnelle et ou professionnelle sur la chose, comment est-ce qu'on peut se préparer avant de faire face, avant de débuter dans le métier? Bien, moi, je pense qu'il y a une question à la base de mindset, de dire pourquoi je vais là? Fait que si je m'en vais aider, c'est ça la base, on va aller chercher une satisfaction à l'aide. Fait que la satisfaction à l'aide, ça me prémunit pas contre le post-trauma, mais déjà, mon cerveau va être en mode, je m'en vais porter assistance. Ça implique aussi de ne pas m'exposer à ce que je n'ai pas à m'exposer. Fait que notre propre ouéreux intérieur que nous avons tous, la base, c'est de gérer. Fait que lever la barge pour voir c'est quoi une mort évidente, pas utile. Donc, conseil aux éducateurs dans les cégeps, au DEP, montrer 1300 photos des 9 critères de mort évidente, c'est non. Ouais. On en voit une, c'est assez. Puis surtout de ne pas humaniser l'histoire. Parce que ce qui est dur pour un intervenant d'urgence, c'est quand je sors de mon compartiment bio, je vais le dire comme ça. J'ai une intervention de PR à faire, il y a décès, c'est triste. Ça devrait suffire. Je ne devrais pas aller stalker ses réseaux sociaux. C'est qui cette personne-là? C'est quoi son histoire? Oui, on a tout un ouéreux intérieur, je répète. Donc, je fais des débriefings à semaine longue. Puis souvent, les intervenants vont me dire je m'excuse, je suis allée stalker sur Facebook. Fait que là, mon histoire de suicide, je ne mets pas de graphique là. Suicide, l'histoire, cette personne-là est allée chercher de l'aide, elle n'en a pas eu, elle était sortie de l'hôpital quelques heures avant, elle a été prise en charge par des proches. Il y a un GoFundMe d'organiser pour la famille. Je commence à ne plus être dans la bio ici, là. Ce qui était ma petite boîte de protection, ça, c'est vrai que je suis formée pour ça. Ce que je ne suis pas formée, c'est la fatalité autour de l'histoire. Fait que tout ce qui est médias sociaux, Spotted, GoFundMe, c'est toutes des affaires qui ont le droit d'exister. Mais si moi, ma scratch, a fait déjà mal, je suis pas obligée d'aller nourrir. Plus on humanise, plus notre cerveau va se créer une histoire. Puis là, il va y avoir des trous dans l'histoire. Fait que là, je suis encore plus intéressée. C'est fou comment les intervenants me disent, je dis toujours ça, j'explique le fait de pas stalker. Puis là, ils me disent, je m'excuse, je suis allée voir. Puis là, je ris, puis je suis comme, je suis pas ta mère, puis je suis pas la police du fun. Je veux juste te dire que ton cerveau, là, t'es dans l'humain. Ton bunker, il t'a pas protégé. Ton uniforme t'a pas protégé. Tes protocoles t'ont pas protégé. Fait que le moins possible d'informations. J'ai une job à faire, puis c'est pas d'être mort en dedans, là. L'idée, c'est de dire, c'est quoi ma mission? Une fois que ma mission est sortie, c'est plus mon histoire. Je dois sortir du livre de cette personne-là. C'est mon meilleur truc que je donne. Puis meilleur, il n'est pas moi, là, c'est science, là. Mais c'est vraiment ça qui va être un facteur de protection. Puis c'est tellement vrai. On a vécu, il y a quelques mois de cela, une intervention pour un accident de la route avec une personne qui était, à l'article de la mort, là, genre de transport où que la personne, une fois partie en ambulance, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir. Puis souvent, c'est suffisant comme information. Une semaine plus tard, même une autre intervention avec le même duo de paramédics qui est intervenu. Puis là, il y a un pompier qui a demandé. Puis finalement, le transport de l'autre. Puis là, finalement, il est décédé à l'hôpital. Puis j'ai des pompiers sur que, après la première intervention, tout était correct. Mais d'avoir eu l'information que finalement, la personne était décédée, on dirait que c'est ça qui a plus affecté. Assurément. Parce que là, probablement que là, on se crée une histoire. Puis là, on veut en savoir plus sur ce qui s'est passé. Fait que, autant on a des intervenants qui se disent « Ah, c'est triste parce que des fois, on ne sait pas ce qui se passe. » Un coup que la personne est partie, elle est à l'hôpital ou que nous, on a quitté les lieux, on ne sait plus c'est quoi qui se passe. Mais je pense que c'est une bonne affaire de ne pas tout savoir. Oui, puis tu sais, sauver des vies, moi, j'aime pas l'expression, là, toutes les compagnies ambulancières m'ont entendu le dire. Faire la différence sur chaque appel, c'est possible. Sauver des vies, c'est pas toujours possible. Fait que je trouve que la pression de performance, de la cape de super-héros, souvent, elle va devenir lourde parce que là, c'est comme, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Puis là, mon hamster, il spin là, dans sa roulette pour savoir. Puis c'est pour ça la question de je veux savoir ce qui s'est passé à l'hôpital. C'est que je veux savoir est-ce que ma job a été faite comme il faut. Mais des fois, ça doit être de dire,
j'ai fait tout ce que je pouvais faire à l'heure actuelle. Puis c'est ce qui va faire que quand il y a des procès, ça va être difficile parce qu'on va rouvrir la boîte à trauma. Je ressors ma scratch, tu sais, j'en ai des situations, puis on n'est pas dans l'indéfendable. Fait que le procès, on s'entend, il est 2-3 ans plus tard. Ah oui. Fait que là, je rouvre ma boîte, là, 2-3 ans plus tard. Fait que c'est ça qu'on va inviter les gens à faire. Puis je dis pas ça pour être moralisatrice. Moi aussi, j'ai un wayreux intérieur. Je suis dans l'urgence depuis longtemps. Mais ce qu'on n'a pas besoin de savoir, des fois, on est mieux de le garder en angle mort puis de dire, c'était quoi ma mission? Moi, c'était quoi mon rôle dans cette intervention-là? Puis je trouve que les pompiers ont la capacité de le faire. Par exemple, quand on arrive pour un feu de bâtiment, on arrive, c'est en embrasement généralisé, mais quand on est arrivé, on n'avait pas de chance. Exact. La finalité était déjà déterminée. C'est un stationnement. Nous, on n'a qu'une exigence de moyens. On a mis tous les moyens en place, mais quand on est arrivé, il était déjà pas mal trop tard. Puis c'est la même affaire sur un accident de la route où ce que la personne, elle décède, puis tu te dis, bon, quand on est arrivé, là, ben encore une fois, on n'en avait pas de chance. Fait que pourquoi être déçu ou être frustré ou juste être triste du résultat? Non. En arrivant, on n'avait pas de chance, mais on a mis tous les moyens. Puis à un moment donné, il faut se détacher un peu. Mais c'est sûr que ça fait mal quand c'est un enfant. Tu sais, il y a des situations où ça va toucher le pompier dans ce qui est dans son humain, puis c'est super correct de reconnaître ça. L'idée, c'est de pas alimenter la curiosité morbide, je dirais. Puis on appelle ça de la pornographie traumatique, là, quand on s'alimente de tout le sensoriel. Puis là, c'est quoi ton pire appel? Puis là, on se contamine. Contamine, c'est mon mot, hein? Oui. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose. Puis cette année, à la Vigile, c'est vraiment ce qu'on a fait comme formation à beaucoup d'endroits, d'essayer de sensibiliser les gens à ton 600-850, là, t'as pas besoin de ceux de tous tes collègues à côté à mettre dans ta boîte. Fait que juste garde ce qui t'appartient, ça va déjà être en masse. J'ai envie d'ajouter, tu sais, aussi peut-être prendre un pas de recul, tu sais, tous les réseaux de télé 24/7, c'est les nouvelles, parce que tu parlais de réseaux sociaux, mais je pense aussi les nouvelles. Des fois, je fais juste un parallèle, là, dans la pandémie, là, il y a certaines personnes sont en train de capoter avec ça. Là. Moi, je pense que des fois, de prendre un petit pas de recul puis de regarder juste ce qui est peut-être nécessaire de regarder parce qu'évidemment, il y a des choses qui vont être médiatisées. Oui. Et s'il faut qu'on s'attarde à tous les commentaires qui peuvent passer, ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Là, ça peut les amener loin. Loin, exactement. Bien, je vous pose une dernière question pour terminer tout ça. J'ai envie de savoir, je peux commencer avec Geneviève, puis après ça, Julie, tu y répondras. Si vous aviez un conseil à donner, peu importe lequel, on a donné plein de petits trucs aujourd'hui, mais vous aviez un conseil à donner, que ce soit à un intervenant ou à une organisation pour soutenir ces intervenants, ça serait lequel? Bien, dans le fond, moi, là, pour les personnes en tant que telles, ce que je dirais, c'est attendez pas à minuit moins une, s'il vous plaît. Souvent, les gens nous appellent, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils sont pas bien. S'il vous plaît, essayez d'aller chercher de l'aide rapidement, parce que peut-être qu'on n'aura pas besoin de se rendre à un séjour, que ça pourra peut-être juste être un suivi à l'externe. Donc, justement, toujours de travailler dans le volet de la prévention. Alors, peut-être, justement, quand on ne se sent pas bien, la ligne, là, 24/7, là, elle est là pour ça. Puis là, s'il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'écriture, on a sur notre site Internet un endroit où nous contacter et les gens peuvent nous écrire. Okay. Donc, il y en a souvent qui vont nous écrire, puis à la fin, ça va être marqué « Merci de m'avoir lu ». Parce que ça va faire simplement du bien à la personne de nous avoir écrit. Alors, ça peut être 2 moyens de nous contacter, mais s'il vous plaît, n'attendez pas. Et pour les organisations, bien, un peu le même discours. Attendez pas de vivre un gros événement, puis là, sur le fait là, de OK, comment on gère ça? Préparons-nous à quelque chose. On ne veut pas que ça l'arrive, mais si ça l'arrive, bien, il va y avoir des choses qui vont avoir été mises en place. Un peu comme on fait toute organisation. Là, on se prépare toujours à des situations. Bien, un peu la même chose pour la santé mentale de leur employé. Moi, je le vois comme ça. Très bon conseil. Julie? Tu m'as volé mon minuit moins une. Ah oui, hein? On travaille ensemble, ça paraît. Mais j'ai envie de dire peut-être enlever le tabou. Hein, on a mal quelque part, on va aller chercher de l'aide. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup... j'étais en caserne hier avec des paramédics, puis il y en a qui me disaient, tu sais, je veux pas te déranger. Ayez pas cette pensée-là. On est là pour ça, puis c'est pas que je me cherche la job, puis je le dis pour ça, mais il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de petits appels, tu sais. Puis souvent, les gens vont commencer en me disant, ben tu sais, t'as dû entendre pire. C'est pas un concours. Puis moi, honnêtement, l'événement... il m'intéresse pas. Je veux savoir comment toi, tu te sens, comment toi, tu l'as perçu. Mon mot perception que j'utilise souvent. Fait que, ayez pas peur de nous déranger. Puis ça rejoint un peu le minuit moins une parce que je préfère agir en amont qu'être en crise suicidaire. Je préfère qu'on ait une situation où on est capable d'aller faire peut-être de la sensibilisation au lieu d'agir à minuit un samedi soir parce que ça va vraiment pas puis qu'il s'est passé X, Y, Z de situation. Fait que vraiment, l'aspect prévention, il est important. Puis ce mandat-là est aussi important pour nous que le curatif, là, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Fait que de venir chercher de l'aide. Puis je vais me permettre de dire qu'il y a certaines villes qui ont déjà des programmes d'aide. Bien, il y
y en a qui vont dire on permet des séances pour la partie travail avec la vigile, mais on n'enlève pas le PAE de la ville. Fait que je me permets de dire que ça peut être une bonification. Là. Ouais. On est là plus pour bonifier. Puis ça vient aussi, j'ai envie de dire, peut-être sécuriser au niveau de la gestion du budget en tant que tel. Oui, il y a le PAE. Puis quand c'est plus relié au travail, bien, on va vers la vigile. Fait que ça peut être une façon de le mettre en place. Là. Très bien. Bien, un gros merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous, d'avoir répondu à nos questions ça fait aussi. plaisir. Bien, merci. Geneviève et Julie de la Vigile. À très bientôt. Puis j'espère qu'on pourra continuer d'entretenir des liens avec vous. Et si jamais les gens ont des questions en lien avec vos services, avec ce que vous offrez, j'imagine que l'information est disponible sur votre site Internet. Exactement. Le numéro 188 peut être utilisé pour ça. Oui, sur le site Internet. N'hésitez pas. Et dans la description de l'épisode, vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir rejoindre les gens de la Vigile. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine.